Merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Pas de problème de ce côté-là. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier les autorités du CEPUL de m'avoir invité à vous parler d'un sujet auquel je suis fort attaché. Ça me permet de retrouver un certain nombre de visages que j'ai côtoyés au CEPUL, notamment dans des voyages vers la Grèce et vers d'autres endroits. Et je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici cet après-midi. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui a donné lieu à un petit livre publié cette année-ci, que j'ai publié avec Catherine Vermandel, ma co-autrice, qui se trouve ici et qui me fait l'honneur d'être présente. Je pourrai peut-être répondre à des questions s'il y en a où je ne parviens pas à trouver la solution. Et ce petit livre s'appelle justement « Ce que nous disent les sondages ». C'est un livre qui est paru dans l'Académie de Poche, qui a un avantage énorme, c'est qu'il est très facilement accessible. Et comme nous n'avons aucun droit d'auteur, ben, ça me permet d'en parler sans aucune possibilité d'être taxé, de vouloir absolument vendre cet ouvrage. Ce sont des ouvrages à 7 €, vous voyez, ce sont des choses qui sont quand même très accessibles. Donc toute personne qui veut approfondir ce que je vais vous présenter cet après-midi pourra trouver dans ce petit livre, je l'espère en tout cas, un certain nombre de renseignements complémentaires. Alors, je voudrais vous présenter un petit peu le plan de mon exposé cet après-midi. En réalité, je vais vous inviter à faire un voyage au pays des sondages. Et on va le faire, mais progressivement. On va d'abord essayer de dire, mais c'est quoi un sondage? Parce que c'est un mot qui revient sans arrêt dans la presse, dans les discussions, à la radio. Et la notion de sondage elle-même mérite un petit éclaircissement. On va donc essayer de définir ce qu'est un sondage, pourquoi on en fait, parce que si on en fait, c'est quand même avec des intentions bien précises. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas ignorer dans un exposé des aspects historiques, donc je vous parlerai un petit peu de depuis quand fait-on des sondages. Alors comment ça marche? Ben oui, un sondage, c'est très bien, mais il faut quand même le réaliser. Et on essaiera de le réaliser ensemble. On fera un petit sondage ensemble. Vous verrez comment on va opérer ça. Alors, une chose importante dans les sondages, et un reproche que l'on fait souvent, c'est de dire, mais est-ce que ce que vous me donnez comme résultat est précis? Est-ce que c'est fiable? Et cette précision du sondage, comment est-ce qu'on peut essayer de la définir? Alors, on verra comment on peut mesurer, en tout cas approcher la notion de précision d'un sondage. Comment on peut l'améliorer? On passera ensuite à la pratique des sondages, comment pratiquement cela se fait dans la réalité. Et les 5 dernières minutes, là où le suspense est à son comble, on essaiera de voir quelle confiance on peut donner dans les résultats, tout compte fait, qu'est-ce que ces sondages nous disent, mais aussi ce qu'ils ne nous disent pas. De manière à ce qu'on puisse essayer d'en sortir avec une compréhension de ce concept. On va donc commencer par le début. C'est quoi un sondage? Alors, si on voulait résumer ça à l'extrême, ben, je dirais que c'est prendre la partie pour le tout. Et ça, mais effectivement, essayer d'embrasser un problème qui peut être très large et essayer de, non pas le résoudre, mais de l'approcher en s'intéressant simplement à une petite partie de cet ensemble et en se basant sur l'analyse de cette petite partie, les résultats d'une enquête, les résultats d'un relevé d'observation. Vous avez tous fait des sondages dans votre vie. Et probablement que celui qui vous y dit le plus, c'est celui qui consiste à goûter si le potage est bon. Quand vous êtes devant votre bol de potage, vous tournez, et s'il n'est pas trop chaud, vous prenez une cuillère pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est bon. Vous faites un sondage. Vous avez pris une partie de l'ensemble pour avoir une idée sur le tout. Quand vous allez acheter des fraises, plus la saison, mais c'est pas grave, et qu'on vous met un paquet de fraises sous les yeux en disant goûtez-en une, vous allez faire un sondage. En général, vous n'allez pas demander de manger tout. Donc vous allez prendre votre fraise, la goûter. Est-ce que c'est exactement la même chose que le cas précédent? Pas tout à fait. Parce que dans le cas précédent, j'avais bien mélangé mon potage. Donc j'avais rendu le potage homogène. Quand je suis devant mon petit paquet de fraises, qui est-ce qui vous assure que toutes les fraises qui sont en dessous sont de la même qualité que celles qu'on vous tend? Vous n'en savez rien.
Alors, ce que font les gens bien, c'est retourner leur avier pour voir si effectivement tout n'est pas abîmé en dessous, mais nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Donc vous voyez que la manière de procéder peut dépendre de la façon dont l'ensemble a été constitué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on prendra un petit exemple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette auditoire. Il y a un certain nombre de personnes qui s'y trouvent. Eh bien, ces personnes, elles ont une caractéristique très importante pour un sondeur. Elles sont toutes dans un fichier de l'association auquel elles ont adhéré, et ce fichier peut être un élément tout à fait essentiel dans la réalisation du sondage. On fera un petit exemple avec les personnes qui se trouvent là-dedans, mais ça on verra plus tard. Mais ça c'est beau, on est dans un système parfait, on a beaucoup d'informations, donc le sondeur il est heureux, et on verra pourquoi. Mais en pratique, quand vous êtes devant une population qui est inconnue, qui est mal définie, qui se trouve être un agglomérat d'un ensemble d'individus dont vous n'avez pas toujours une maîtrise bien nette, comment faire un sondage dans des populations pareilles? Et là se posent des problèmes pratiques que j'évoquerai probablement dans la deuxième partie de l'exposé. Et bien voilà ce qu'est un sondage dans sa formalisation, mais pour le mieux comprendre ce qui se passe, essayons un peu de définir les objectifs d'un sondage. À quoi ça sert un sondage et comment fait-on généralement un sondage? Eh bien on définit ce qu'on appelle une population. La population des personnes qui sont inscrites à l'association, c'est une population à laquelle on s'intéresse. Et dans cette population, on va définir ce qu'on appelle des variables d'intérêt. Ce sont des questions. On en posera une tout à l'heure, puisqu'on va faire un sondage réellement entre nous. Mais cette variable d'intérêt, c'est généralement une opinion, un avis, une manière de penser, une manière d'être satisfait ou de ne pas l'être. C'est-à-dire une variable qui n'est généralement pas mesurable au sens traditionnel du terme. Pour connaître votre âge, je ne vais pas faire un sondage. Pour savoir si vous êtes un homme ou une femme, je ne vais pas faire un sondage. Mais pour savoir si vous aimez la tarte à la framboise, là, je n'ai pas nécessairement des possibilités de mesurer cette variable de manière très précise. Eh bien, ce questionnement que je vais essayer de faire est traduit à travers ce qu'on appelle un paramètre. Si je m'intéressais à l'âge, je pourrais m'intéresser à l'âge moyen des personnes inscrites à l'association. Si je m'intéresse aux revenus, je pourrais m'intéresser aux revenus des personnes qui sont inscrites. Si je m'intéresse à une opinion favorable ou pas sur l'organisation d'un sondage, je vais prendre une proportion. Ça, c'est ce qu'on appelle un paramètre, et c'est ce paramètre qui est l'objet de la personne qui veut faire un sondage. Le problème, c'est que pour connaître le paramètre, il faudrait interroger tout le monde. Et si ce n'est pas possible, si c'est trop onéreux, si ça prend trop de temps, à ce moment-là, on va passer à ce qu'on appelle une estimation. On va non pas calculer la vraie valeur, mais estimer cet âge moyen, estimer ce revenu total, estimer cette proportion d'individus qui possèdent l'une ou l'autre caractéristique à travers un échantillon, c'est-à-dire une partie de la population qu'on va prélever, qu'on va interroger, dont on va interroger les membres, et qui va permettre de faire cette estimation. Voilà le processus qui permet de définir ce qu'on appelle un sondage, et ça demande un certain nombre d'opérations, avec une terminologie qui n'est pas trop difficile à comprendre, mais dont il faut suivre quand même une logique de manière assez précise. Petite pause. Depuis quand fait-on des sondages? Alors si on reprend les temps les plus reculés, on peut essayer de voir le moment où les sondages ont été un outil intéressant pour construire ce qu'on appelle à notre époque des données, qui ne sont jamais données, c'est la traduction du terme anglais data, c'est-à-dire une information quantitative, quelle qu'elle soit. Si on prend l'histoire des données, et là je vais faire encore un peu de publicité, ceux qui sont intéressés pourront consulter à l'interruption un petit ouvrage qui contient un résumé de cette histoire des données à travers un certain nombre d'histoires.
Eh bien, on peut voir qu'il y a 4 périodes très importantes dans l'évolution de l'histoire des données numériques. La première est immense en termes de latitude. Ça va jusqu'au début du XVIIe, depuis le moment où l'écriture a été inventée, et où on trouve 3 types de données numériques, 3 types d'informations numériques où les sondages ne jouent aucun rôle. Vous avez d'abord les dénombrements. Combien est-ce qu'on a d'enfants, combien de personnes dans le clan qui est en face, et ainsi de suite. Le dénombrement a été une des premières questions fondamentales dans le questionnement humain. Il y a l'observation de son environnement. Regardez ces étoiles qui sont dans le firmament, essayez de savoir combien de temps il faut pour que l'étoile revienne à un certain moment à la même place. Ça, c'est tout ce qui est l'astronomie, qui a engendré un certain nombre de données numériques. Et puis, il y a la vie de tous les jours, il y a l'économie, il y a ce qu'on appelle le commerce, qui va vous donner, voilà, qui va vous donner des informations quantitatives. Combien vouliez-vous de blé? Est-ce que ceci vous suffit? Ça va vous coûter autant de sesterces? Tout ça, c'est de l'information qui va revêtir une forme numérique. Et c'est à partir de ces questionnements de base qu'on a construit les nombres et qu'on est arrivé, dans une longue histoire que je ne vais pas raconter ici, à l'ensemble des manipulations numériques que nous avons ici, celle du quotidien étant basée sur les nombres premiers allant de 1 jusqu'à 9 plus de 0. Ça, c'est la base pendant une période aidante. Et puis on est arrivé à ce XVIIe et XVIIIe siècle, où là on s'est posé des problèmes nouveaux, dû au fait que, notamment dans les instruments de mesure, mais aussi dans les dénombrements, on a possédé des instruments de mesure de plus en plus précis, de plus en plus fiables. Et les populations étaient de plus en plus nombreuses. Et donc il fallait nécessairement trouver le moyen de réagir devant comment compter des grandes populations, comment mesurer un certain nombre d'éléments d'un même phénomène, et que faire quand on a des mesures qui ne sont pas les mêmes. Et on s'est trouvé devant une nouvelle problématique qui est liée au nombre de données identiques d'un même phénomène et à des populations qui étaient de plus en plus difficiles à gérer. Ajoutez à cela qu'il y avait une évolution très forte des sciences. Les sciences mathématiques au XVIIIe notamment ont été un véritable avancement dans l'état de la question, pour arriver au début du XIXe, la troisième période, à ce que j'appelle la première invasion numérique, le premier ensemble de données massives, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant les big data. Et ces données massives, elles sont simplement liées au fait qu'on a construit des organismes pour relever des informations, souvent au niveau des États, et on a essayé de faire en sorte que l'on puisse faire des relevés corrects et que l'on puisse pouvoir les interpréter. Et c'est à la fin de ce XIXe siècle que véritablement la difficulté de pouvoir appréhender des masses de plus en plus grandes de données a fait que l'on s'est dit, mais si on essayait de prendre une partie pour analyser un tout, si on essayait de faire en sorte que cet ensemble d'informations qu'on ne maîtrise pas puisse être simplement approché en prenant une partie, un échantillon dans cette population. Et c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle maintenant la théorie des sondages. Ça a commencé un peu plus tôt. Ça a commencé en fait au début du 19e avec les élections américaines. Dans les élections américaines, il y avait cette volonté d'essayer de deviner quel allait être le président qui allait se présenter. On n'avait pas de technique de sondage, mais on avait un certain nombre de magazines qui s'intéressaient très fortement plutôt à ces élections présidentielles. Et donc ils ont créé ce qu'on appelle les votes de paille. Ces magazines ont construit une technique qui consiste à dire à leurs lecteurs: faites comme si vous étiez le jour de l'élection, envoyez-moi une lettre disant pour qui vous voteriez si vous étiez le jour de l'élection. C'était des votes, mais pas les vrais, des votes de paille. Et cela permettait d'avoir 60, 70, 100,
200 000 réponses, et à partir de ces réponses, les magazines en tiraient des conclusions sur ce qui allait se passer. Alors ça s'est bien déroulé à un certain moment, jusqu'au moment où, bien sûr, c'était la catastrophe. Les votes de paille avaient complètement raté leur cible, pour des raisons qui sont notamment liées au fait que l'ensemble des lecteurs de magazines n'est pas nécessairement une bonne représentation de la population tout entière. Et ça s'est passé dans les années 1930, où on s'est aperçu que véritablement ces votes de paille, il fallait les oublier. Mais entre-temps, les mathématiciens sont arrivés. Au début du XXe, ils ont essayé de formaliser la théorie des sondages, de les présenter sous une forme qui mathématiquement puisse donner lieu à des analyses d'optimisation. Quelle est la meilleure façon de procéder? Comment est-ce qu'on peut mesurer tel ou tel phénomène? Et depuis lors, on a une théorie des sondages qui a donné lieu à énormément de développement pour en faire un chapitre très important de ce qu'on appelle la statistique d'aujourd'hui. Et donc cette quatrième période est celle que je vais évoquer, bien entendu, non pas d'un point de vue théorique, surtout pas faire de développement théorique ici, mais en regardant surtout l'aspect pratique. En résumé, si l'on essaye de voir la manière dont on fait un sondage actuellement, disons qu'on suit un petit peu l'organigramme que vous avez là sur l'écran. On a un commanditaire, c'est celui qui a l'argent pour payer le travail. Vous avez une population à laquelle vous vous intéressez. Vous avez des variables d'intérêt. Si vous n'avez aucun intérêt, pas besoin de faire un sondage. Mais vous avez aussi de l'information qui est disponible sur cette population. Devant vous, vous n'avez pas que des inconnus. Il y a des choses qui peuvent être utilisées. Il faut alors faire deux choix, et ils sont en bleu. D'abord, définir la manière dont on va sélectionner les personnes dans la population pour les mettre dans l'échantillon. Qui va me permettre de dire que je vais vous prendre vous, vous et vous? Est-ce qu'il y a un mécanisme, un algorithme, une manière de faire de bons choix? On va en parler tout de suite. Et parallèlement, toujours en bleu, vous avez un autre choix à faire, c'est comment vous allez recueillir l'information. Est-ce que vous allez leur parler? Est-ce que vous allez leur envoyer une lettre? Est-ce que vous allez leur téléphoner? Quelle est la méthode qui va vous permettre de recueillir cette information? Ça, c'est ce que vous allez faire, je dirais, en amont. Et puis, il faudra le mettre en œuvre. Une fois que vous saurez comment procéder pour choisir les personnes, il faudra les choisir. Il faudra constituer le groupe que vous allez interroger, le choix de l'échantillon. Et il faudra utiliser la méthode de collecte pour l'appliquer à l'échantillon et pour recueillir l'ensemble des données qui va constituer le résultat de votre sondage. Il suffira alors d'appeler le statisticien de service qui se trouve près de chez vous. Il va vous traiter des données, il va vous en faire l'analyse, l'interprétation, et il va aller vite chez le commanditaire, chercher ses sources dans le rapport qui lui permettront de donner les résultats. Voilà schématiquement l'opération qui est universelle et qui permet toujours d'être à la base, en quelque sorte, de cette technique de sondage. Alors prenons un exemple. L'exemple que je prends ici est l'exemple d'une association, je ne sais pas si vous la connaissez. Il s'agit du Centre européen pour la promotion et l'universalité de la langue bruxelloise. Non, peut-être. Alors, cette association, elle est très nombreuse, elle a à peu près 200 000 membres. Je peux vous présenter, si vous voulez, sans difficulté, sa présidente, et cette présidente, elle a des questions, elle se pose des questions. Ce qui est normal pour une présidente. Et une des questions qu'elle se pose notamment, c'est de dire, mais toute l'organisation de mon association, est-ce qu'elle est appréciée des membres de l'association? Ça la tourmente, et elle se dit, ben, je vais faire une étude qui va me permettre de savoir qui est content et qui ne l'est pas. 200 000 personnes à interroger, c'est pas évident. Alors elle connaît, la présidente, un ami qui est statisticien, lui dit, tu ne peux pas m'aider? Ah, pas de problème, on va faire un sondage. Ah, ben si on va faire un sondage, comment va-t-on procéder? Alors, le statisticien dit à la présidente, je suppose que tu as bien un fichier administratif, c'est-à-dire un ensemble, une liste
de tous les membres de l'association avec leurs caractéristiques. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, il suffit de monter au 4e étage et tu auras ça sans difficulté. Eh bien ça s'appelle dans le langage des sondeurs une base de sondage. Alors un exemple de base de sondage, je vais vous en montrer une, la voilà. C'est un exemple où vous avez un fichier avec un matricule qui est donné à chaque personne, matricule qui est composé de 4 chiffres à l'année de votre première inscription, slash un numéro d'ordre bien déterminé. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de choses. Et vous avez ainsi, pour chaque membre, une ligne dans laquelle vous avez son nom, son prénom, sexe, adresse et toute une série d'autres personnages. Et vous savez que le premier personnage qui s'est inscrit là dans la liste, eh bien, il y a déjà un certain temps, il y a plus de 40 ans qu'il est dans l'association, je ne sais pas s'il vit toujours. Et notre ami Jean Desmar, parce que c'est de lui qu'il s'agit, vous voyez qu'il a le sexe 1. Ça veut dire quoi le sexe 1? Ça veut dire, selon la nomenclature napoléonienne, que c'est un homme. Hein? Et cet homme va avoir un certain nombre de caractéristiques que je peux découvrir dans la base. La deuxième personne qui est dans le fichier, 1980, eh bien, elle, c'est une femme, elle est la numéro 2. Et celle-là, eh bien, elle a tout pigé, exactement. Elle permet d'avoir effectivement un deuxième élément. Et vous avez toute une série d'autres personnes qui vous sont proposées. Et j'ai une base de sondage dans laquelle je vais pouvoir puiser la technique pour aller chercher mon échantillon. Je vais donc proposer à la présidente, vous avez compris qu'elle est statisticien, comment va-t-on faire pour constituer cet échantillon? Alors je lui offre 2 possibilités. Soit on fait un sondage aléatoire, soit on fait un sondage par choix raisonné. Comme elle est très pointilleuse sur la qualité des choses, elle dit, moi je vais faire le choix raisonné, parce qu'on raisonne. Je vais dire non, je crois qu'il faudrait mieux faire un sondage aléatoire. Et je vais essayer de la convaincre qu'effectivement le sondage aléatoire est bien meilleur avant de passer à tout le reste, c'est-à-dire de savoir comment on va collecter, comment on va analyser. Je vais essayer de vous convaincre aussi que le sondage aléatoire présente des qualités qui sont tout à fait valables. Et pour vous le montrer, je vais prendre le cas le plus simple qu'on puisse envisager, qui s'appelle le plan de sondage aléatoire simple, que j'appelle SAS pour facilement le reproduire dans la suite. Qu'est-ce que c'est qu'un sondage aléatoire simple? Eh bien, c'est un mode de prélèvement qui est tout à fait identique à celui du tirage du loto. Vous avez une urne dans laquelle vous avez dans le loto 45 nombres de 1 à 45, et vous avez un système qui est mécanique là, peu importe, dans lequel on va puiser 6 balles chaque semaine, ou chaque 2 fois par semaine, qui vont sortir et qui vont former l'ensemble des numéros gagnants. Eh bien, chacune de ces balles, qui peut être choisie, il y en a 45, je vous le rappelle ici, va être puisée selon un sondage aléatoire simple, si chacune d'entre elles a les mêmes chances d'être choisie que chacune des autres. C'est ce qu'on appelle avoir la même probabilité d'inclusion. Chaque individu de la population, dans un système aléatoire simple, a la même probabilité que n'importe quel autre d'être sélectionné pour faire partie de l'échantillon. La démocratie dans toute sa splendeur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette probabilité d'inclusion, elle se calcule très facilement. Si la présidente le veut, je peux lui démontrer. C'est que la probabilité vaut la taille de l'échantillon, donc le nombre de personnes que vous allez prélever, sur la taille de la population, le nombre de personnes qu'il y a dans la population. C'est ce qu'on appelle le taux de sondage. Donc quand on fait un taux de sondage à 5%, ça veut dire tout simplement que vous prenez 5% de la population et chaque individu a 5 chances sur 100 d'être dans l'échantillon auquel vous allez arriver. Pour ça, il faut bien sûr avoir défini la taille de l'échantillon, mais ça c'est un autre problème sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus loin. Donc c'est très facile à mettre en œuvre. Il y a des logiciels qui ont été construits qui vous permettent, avec un fichier tout à fait normal, même de 200 000 personnes, d'en tirer un certain nombre. Alors, notre président m'a dit, bon,
les moyens, le temps et le fait que j'ai 2 secrétaires, on va prendre 100 personnes. Est-ce que ça suffit? On va voir ensemble si ça suffit. On va donc essayer de faire comme si on prenait 100 personnes dans ce fichier général et de voir comment, dans ce cas bien précis, il est possible de tirer, non pas une estimation, ce sera très facile. Si je veux estimer la proportion de gens satisfaits dans la population, je vais simplement compter le nombre, la proportion de gens satisfaits dans l'échantillon. Mais surtout d'accompagner cette estimation par une mesure de la précision. C'est-à-dire répondre à la question, est-ce que ce que je vais trouver est proche de ce que je veux trouver? Ou est-ce que ça risque d'être loin? Parce que prendre 100 personnes pour avoir un résultat qui n'est pas valable du tout, c'est pas très agréable et je vais passer mon temps à rien. Il est donc difficile d'imaginer, d'estimer une quantité inconnue sans l'accompagner d'une mesure de la précision de ce que je suis en train de faire. Et la précision, elle dépend essentiellement de 2 choses dans ce contexte que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un sondage aléatoire simple. Ça dépend de la taille de l'échantillon. Ça, c'est très intuitif. Si effectivement je peux prendre 1000 personnes au lieu d'en prendre 100, il y a beaucoup de chances qu'avec 1000 personnes, je serai plus près de la vérité qu'avec 100. Donc ça, c'est pas complexe. Mais ça dépend aussi de savoir si ma population est homogène ou ne l'est pas par rapport à ma variable d'intérêt. Quand j'ai mon potage et que je mélange bien, j'ai toutes les raisons de croire que c'est homogène. Mais si dans ma population j'ai un petit peu de tout, comme le fromage belge, là je risque d'avoir une surprise en termes d'homogénéité de la population. Et en prenant quelques individus, je risque d'oublier beaucoup d'individus qui ont aussi des choses intéressantes à dire. On va donc essayer de construire une mesure qui va permettre d'analyser et d'interpréter les résultats de façon intéressante dans la suite. Et cela se fait en statistique avec un mot que je vais vous dire, que vous allez oublier le plus vite possible, une distribution d'échantillonnage. Alors, c'est quoi une distribution d'échantillonnage? C'est très simple. Si je fais un sondage, si je prends 100 personnes, je vais avoir 68% de gens favorables. Vous faites un deuxième sondage le lendemain en prenant 100 personnes, ce ne seront pas les mêmes, vous n'allez pas avoir nécessairement 68%. Vous aurez peut-être 72%, ou 65%, ou 71%. Chaque échantillon différent risque de vous donner des estimations différentes. Et donc, ce que les statisticiens sont dit, c'est est-ce qu'il n'est pas possible, si on connaît la vraie valeur, pas simulée, de regarder quelle est la distribution de toutes les valeurs possibles d'estimation. Quelles sont toutes les proportions estimées qu'on peut avoir si je prenais tous les échantillons possibles. Et on se rend compte que si l'échantillon est suffisamment grand, eh bien vous allez avoir une distribution qui a cette forme-là, chapeau de gendarme, qui revient fréquemment dans un grand nombre de situations et qu'on appelle dans le langage technique une distribution normale. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le long de l'axe qui est là, vous avez toutes les valeurs possibles de l'estimation, toutes les proportions observées que vous pouvez avoir, et on constate qu'elles se répartissent autour de quoi? Autour de la moyenne, qui est ce que vous ne connaissez pas. Autrement dit, quand vous faites un échantillon aléatoire simple, vous savez que ce que vous allez obtenir sera soit au-dessus, soit en dessous, mais ça va tourner autour. Ah, ça c'est déjà pas mal. Les statisticiens disent qu'il n'y a pas de biais. On est dans une situation où il n'y a pas de biais. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de tourner autour. Il faut encore savoir si on tourne autour de manière très proche, ou si au contraire on s'égare, on est sous moi. Et là, on a besoin d'un autre élément qui va nous permettre d'intervenir, c'est l'homogénéité de la population. Et c'est le fait que la population est homogène ou pas qui va vous permettre de construire ce qu'on appelle, toujours dans le langage courant, une fourchette. Un intervalle de confiance pour ceux qui veulent vraiment être très scientifiques. La fourchette, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à aborder. C'est quoi une fourchette? Eh bien, c'est utiliser la connaissance
ou l'estimation du caractère homogène que vous avez là, pour pouvoir construire autour de votre estimation un intervalle avec une limite inférieure et une limite supérieure, dont on peut dire qu'il y a de très grandes chances qu'il va contenir le paramètre que vous voulez estimer. C'est un intervalle où on est presque sûr qu'il va contenir ce que vous voulez connaître. Et donc, si l'estimation est le centre, vous pouvez, pas affirmer, mais être certain, souvent à 95% ou à 99%, ça dépend de l'importance que vous donnez à ce niveau de confiance que vous voulez avoir, cet intervalle va contenir ce que vous souhaitez connaître avec une très grande probabilité. C'est pas certain, mais ce n'est presque. Et si vous prenez la moitié de cet intervalle, on appelle ça la marge d'erreur. Et donc, quand on vous dit que vous avez une estimation avec une marge d'erreur d'autant de points, eh bien, cette marge d'erreur vous dit qu'il suffit de prendre l'estimation, de la retirer, de l'ajouter, et vous aurez l'intervalle qui contient presque certainement ce que vous ne connaissez pas. Il est évident que si la marge d'erreur est très faible, vous êtes sur du flou, c'est tout simplement parce que vous avez une population homogène. Si au contraire vous avez des populations où vous avez n'importe quoi dedans, vous risquez d'avoir des marges d'erreur qui sont énormes. Prenons le cas que je viens d'évoquer avec notre présidente. Elle aimerait bien connaître la marge d'erreur de son sondage de 100 personnes dans la liste des adhérents au Sécu. Alors, je vais sortir ma petite table et dire, ben voilà ce que les mathématiciens ont pu calculer, qui permet simplement de mettre ça en œuvre. Tu me dis combien? Tu me dis que tu as 100 personnes. Eh bien, je vais mettre ici en colonne le nombre de personnes qu'on va interroger. 100, c'est la première ligne. D'après les premières informations, ce que j'entends dans les couloirs, ce que j'ai fait l'année dernière, il me semble qu'il devrait y avoir une bonne partie de gens qui sont favorables. 70% par exemple, ah oui, disons 70%. Ah, il n'y a pas de problème. Je regarde la colonne 70% et je regarde ce qu'il y a à l'intersection de la ligne et de la colonne et je vois 9,2. Ça veut dire simplement que la marge d'erreur est de l'ordre de 9,2 points de pourcent. Autrement dit, si 70% était ce que vous allez obtenir, par exemple, il suffit de retrancher 9,2 et d'ajouter 9,2 au 70, donc vous allez de 61 à 79 en gros, et vous pouvez dire que c'est un intervalle à 95% d'avoir le nombre, la proportion de personnes qui sont effectivement favorables à l'organisation du CP. Alors peut-être que le président ne sera pas d'accord, donc de dire 61 à 79, c'est quand même pas très précis. Ah non, pas très précis, mais alors il faut peut-être en prendre un peu plus. Et prendre un peu plus, ça va vous donner des précisions de plus en plus grandes. Si vous pouvez prendre 10 000 personnes dans les 200 000, votre marge d'erreur elle est inférieure à 1 point de pourcent. Là, vous serez très précis. Mais vous aurez passé un temps fou pour essayer de recueillir l'information. Le jeu en faudit de la chantaine, ça c'est le problème du choix à ce niveau-là. Alors un petit détail qui va me permettre de revenir sur l'homogénéité. Si vous regardez les différentes colonnes qui sont là, vous voyez que les marges ont tendance à croître quand on va vers la droite et à décroître quand on va vers la gauche. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, si vous regardez la première colonne, elle correspond à 95% de gens qui sont favorables. Ben, une population où vous avez 95% de fanatiques au sens noble du terme, c'est une population fameusement homogène. C'est que tout le monde pense pratiquement la même chose. Et bien, quand une population est homogène, vous avez des marges d'erreur qui sont très faibles. Par contre, là où vous allez un petit peu plus patauger, c'est quand vous avez moitié-moitié. Alors, moitié-moitié, c'est le cas le moins homogène, le plus hétérogène possible dans lequel on se trouve. Et là, vous aurez effectivement des marges d'erreur qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, la clé de la précision, vous l'avez entre les mains. Le nombre d'observations et le caractère d'homogénéité de la population. Si vous parvenez à maîtriser les deux, l'un souvent d'un point de vue financier,
et l'autre d'un point de vue construction de la méthode de sondage, eh bien vous aurez gagné. Je pourrais vous entraîner dans un certain nombre d'autres chemins en vous disant oui mais on sait faire des choses bien mieux encore que le sondage aléatoire simple. C'est simple, d'accord, mais c'est pas le plus efficace. Il y a moyen d'être plus performant. Et on a construit effectivement des plans qui vous permettent de multiplier la précision par 100. Donc d'avoir des précisions qui sont vraiment de plus en plus fortes. Je ne vais pas vous les présenter tous ici, mais je vais peut-être les évoquer avec l'un ou l'autre exemple pratique. Le plan stratifié. Ah, le plan stratifié, ça repose sur une idée très simple. Vous allez dire que tout est très simple, c'est vrai, mais c'est la résolution qui est souvent. Un plan stratifié, c'est un plan dans lequel vous avez découpé la population en tranches. Pas les individus, la population en tranches. Cette population, vous en avez fait des sous-populations. Et vous allez les choisir de manière à ce que ces sous-populations soient, elles, homogènes. Si je vous pose une question où le fait d'être un homme ou une femme risque de vous donner des taux de comportement différents, eh bien j'ai intérêt à stratifier d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. C'est-à-dire que je vais aller dans le fichier du CEPUL, aller chercher toutes les femmes qui s'y trouvent, les isoler dans mon fichier, choisir un échantillon aléatoire simple dans le fichier des femmes, et refaire exactement la même chose que des masculins. À ce moment-là, j'aurai une estimation pour les hommes, une estimation pour les femmes, et je ferai une moyenne pondérée des deux, pondérée par l'importance relative des groupes que vous avez dans les populations, pour avoir quelque chose qui, en général, est beaucoup plus précis que ce que vous avez fait. Donc on découpe. Et découper vous donne toujours une précision meilleure. Donc découpons, 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 c'est vraiment le principe de base des plans complexes. Et puis on peut s'amuser à faire des plans à plusieurs degrés, à plusieurs phases. Ça consiste simplement à se dire, ben, c'est très bien, si j'ai une population où je ne parviens pas à toucher tout le monde, je pourrais peut-être prendre, diviser ça d'abord en origine des personnes. Il y a celles qui viennent de Bruxelles, il y a celles qui viennent du Brabant-Wallon, il y a celles qui viennent de l'Hainaut. Et à ce moment-là, on va simplement essayer de prendre une ou deux régions, ou trois régions, selon un sondage aléatoire, et puis puiser des individus dans ces différentes régions. Ça vous permettra notamment d'envoyer uniquement vos enquêteurs dans l'Hainaut, ou dans le Brabant-Wallon, ou dans une autre province. On peut donc s'adapter sans difficulté. Ce qu'il y a, c'est que les principes de base qui sont là-dessous sont toujours de deux types tout à fait essentiels. Dans un plan, quel qu'il soit, il faut absolument traiter et utiliser les probabilités d'inclusion. C'est-à-dire se pencher sur la probabilité que chaque individu a d'être sélectionné. Est-ce qu'il faut que tout le monde ait la même voix? Non. Si vous êtes dans un groupe qui est très homogène, ça ne sert à rien de prendre beaucoup d'individus. Si tout le monde dans un sous-groupe pense la même chose, on en fait rien, évidemment. Par contre, là où vous avez des hétérogénéités beaucoup plus grandes, là vous avez intérêt à aller puiser plus d'individus que ce que vous auriez fait autrement. Vous allez donc donner des probabilités d'inclusion différentes selon l'information dont ils sont porteurs. Si vous êtes porteur, on va couper les petits boutons qui se trouvent sur les bords. Excusez-moi. Si vous êtes porteur d'une information utile, c'est-à-dire si vous êtes dans un groupe hétérogène, vous méritez beaucoup plus de respect que si vous êtes dans un groupe homogène. Il vaut mieux aller interroger ceux qui ne sont pas tous les mêmes que ceux qui, effectivement, sont le doigt sur l'élément du pantalon, le couteau du pantalon. Deuxième élément important, comme il y a toujours le hasard qui est en jeu dans l'histoire, vous aurez toujours la possibilité d'avoir une information sur la marge d'erreur. Et sans marge d'erreur, vous ne pourrez jamais être en mesure d'interpréter probablement un sondage. Alors vous verrez parfois dans la presse des mots un peu particuliers, comme par exemple le redressement.
C'est quoi ça, un redressement? Non, c'est pas ça. Un redressement, c'est une opération qui consiste à modifier l'estimation quand vous l'avez construite. Donc vous travaillez, vous faites votre méthode, votre plan, vous obtenez un résultat, et vous vous dites, ben, je ne suis pas content du résultat. Je vais le changer. Mais changer non pas pour qu'il soit agréable pour moi, changer pour tenir compte peut-être d'une situation dont je n'ai pas tenu compte au départ. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Une question où le fait d'être un homme ou une femme peut avoir de l'importance sur l'opinion que l'on a. Je prends un sondage et je ne fais pas la stratification au départ. Pour des raisons diverses, je prends un sondage de base. Et puis, quand je regarde les résultats, je m'aperçois que dans ma population du CEPUL, il y a au stupeur 55% femmes, alors que dans mon échantillon, je n'en ai que 45%. La répartition en termes de genre n'est pas la même dans mon échantillon que dans ma population. Et pourtant, je sais que le fait d'être un homme ou une femme a de l'importance pour apprécier mon résultat. Qu'est-ce que je dois faire? Un bon conseil, redresser. C'est-à-dire essayer de modifier votre résultat de manière à ce que, si on avait fait exactement, le pourcentage de femmes que vous avez dans l'échantillon devrait correspondre au pourcentage de femmes que vous avez dans la population. On va donc donner plus d'importance aux résultats obtenus chez les femmes et moins d'importance aux résultats obtenus chez les hommes. Ce n'est pas tricher, c'est utiliser simplement une information que l'on n'a pas utilisée auparavant, qui est cette relation, cette association entre la question que je pose et le fait d'être un homme ou d'être une femme. Ça s'appelle aussi un calage. On cale l'information auxiliaire, qui est ici le genre de la personne, sur la connaissance que l'on a de ce genre au niveau de la population tout entière. Il y a donc tout un ensemble de méthodes, de techniques, qui font partie du bagage du sondeur, de celui qui fait le travail, dont il est important d'en parler, je reviendrai plus tard quand on parlera de qualité, mais qui sont à la disposition du sondeur pour permettre à votre estimation d'être beaucoup plus précise, d'être beaucoup plus proche que dans un cas tout à fait simple de la réalité. Ce sont des techniques qui sont tout à fait importantes, essentielles, et qui sont en quelque sorte à la base même des progrès que l'on a fait depuis des dizaines d'années dans la mise en œuvre des différents sondages existants. À condition que vous soyez dans un sondage aléatoire. Et la pratique. Est-ce que les sondages aléatoires sont les sondages ou les méthodes qu'on utilise le plus souvent dans la pratique? La réponse est très claire, non. Dans la pratique, on recourt davantage à ce qu'on appelle des sondages par choix raisonné. Quelle est la différence essentielle entre les deux? Le sondage aléatoire a toutes ses qualités à cause d'une propriété essentielle. C'est qu'on est capable de donner la probabilité pour chaque individu d'être sélectionné pour faire partie de l'échantillon. Et c'est cette probabilité-là qui permet de faire une mesure objective de l'erreur de mesure, de cette marge d'erreur dont je viens de parler. Mais pour pouvoir le faire, je dois notamment disposer d'une base de sondage, ou en tout cas d'un formalisme qui me permet d'appliquer un algorithme basé sur ce choix aléatoire. Pour ça, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les fichiers. Nous, on avait le fichier du CEPUL, ça va bien. Mais quand j'avais une population de gens qui viennent de partout, qui se retrouvent à un moment déterminé, vous n'avez pas de liste d'individus. Vous n'avez pas l'ensemble des personnes. Et même si ces personnes existent, en général, quand vous avez une base de sondage, vous dites, vous voulez avoir, pas de problème. Ça vous coûtera 10 000 €. Autrement dit, il faut l'acheter. Une
société commerciale qui fait du sondage n'a pas envie de passer son temps à dépenser ses bénéfices pour acheter des informations qui sont des informations relativement privées, en tout cas au niveau de l'État ou des centres de recherche. Et donc, une méthode par choix raisonné, c'est une méthode qui va essayer d'imiter les sondages aléatoires, mais sans nécessairement recourir à des algorithmes qui sont des algorithmes probabilistes, basés sur le concept de probabilité. Et cette méthode par choix raisonné, c'est faire de l'imitation qui soit la plus économique possible et qui me permette d'avoir le résultat le plus rapidement possible. Et pour ce faire, eh bien, il faut malheureusement renoncer à certaines propriétés intéressantes. En particulier, renoncer au fait de pouvoir calculer une marge d'erreur. Si vous n'avez pas le formalisme scientifique des probabilités à la base, vous ne pouvez pas objectivement calculer une marge d'erreur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si. On n'applique pas de méthode de sondage aléatoire, mais puisqu'il n'est plus question maintenant à notre époque de donner les résultats d'un sondage sans donner des marges d'erreur, eh bien on vous donne des marges d'erreur qui sont comme si on avait fait un sondage aléatoire. Ça sera sérieux. Et tout le monde sera content. Tout le monde, presque. Vous êtes donc dans une situation où la pratique des sondages, en réalité, va être relativement différente de cette approche que je viens de vous présenter, qui est tout à fait excellente en termes de mesure, en termes de construction, mais qui, dans la réalité, risque de vous donner eh bien, des résultats un petit peu surprenants, à vous faire dire des choses qui ne sont pas toujours vraies. Et ces choses qui ne sont pas toujours vraies dans la pratique, je vous propose de le faire après notre petite interruption. On a dit auparavant, mais en mettant dans le contexte de véritablement définir un petit peu les secteurs où on va utiliser les sondages. Alors, comme tout iceberg qui a un sommet, de moins en moins d'iceberg, mais enfin, il y a toujours des sommets. Vous avez les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion, c'est véritablement ce qui foisonne dans l'ensemble des sondages que l'on fait. Chaque année, on fait des milliers de sondages. On n'en parle pas parce que ça intéresse souvent des commanditaires privés, des entités qui sont relativement peu connues, et on ne connaît que celles dont on parle à la radio, en particulier tous les sondages d'opinion politique, avant des élections. Alors là, vous en avez tous les matins, tous les midis, tous les soirs, et vous avez des éléments qui se contredisent, qui s'ajoutent. C'est une véritable, pour les passionnés, moi je ne suis pas passionné de ça, mais pour les passionnés, il paraît que ça donne beaucoup de tonus. Alors ces sondages d'opinion, il faut bien s'en rendre compte qu'ils ne sont pas réalisés par des méthodes de sondage aléatoire. Par des méthodes de sondage aléatoire, mais par des méthodes de sondage par choix raisonné. Alors c'est quoi une méthode de sondage par choix raisonné? Je vous l'ai dit, c'est une méthode dans laquelle on n'utilise pas de mécanisme aléatoire pour définir des probabilités d'être choisi et pour donc construire des marges d'erreur. C'est plutôt des méthodes qui vont imiter les méthodes de sondage aléatoire tout en ayant des caractéristiques qui sont des caractéristiques intéressantes du point de vue économique. Le cas le plus simple, c'est celui que l'on appelle la méthode des quotas. La méthode des quotas, c'est une méthode dans laquelle on va diviser en quelque sorte, ou plutôt on va considérer la population en essayant de regarder les caractéristiques des individus auxquels vous intéressez sur un certain nombre de variables qui sont liées à votre question, à votre problématique. Quand on vote, peut-être que des variables qui vont influencer le vote, c'est le sexe, c'est la catégorie d'âge, c'est la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire un certain nombre de caractéristiques dont on connaît en principe la répartition dans la population, sinon de manière parfaite, en tout cas de manière suffisamment générale.
Et donc faire une méthode des quotas, c'est essayer de retrouver au niveau de l'échantillon une répartition de ces variables indicatrices que je viens de présenter, qui soit proche de celle que vous avez dans la population. Si dans la population vous avez 55% de femmes, eh bien on va s'arranger pour que dans l'échantillon, il y ait 55% de femmes. Si vous avez des classes d'âge où les plus de 65 ans représentent 17%, eh bien vous allez vous arranger pour que dans l'échantillon, il y ait 17%. Vous allez construire des quotas sur une variable, en croisant deux variables, des quotas multiples. Et vous allez essayer de faire de cet échantillon, entre guillemets, un modèle réduit de votre population sur base de ces critères auxquels vous vous intéressez. Bien sûr, il faut prendre des variables d'intérêt qui soient liées à ces variables auxiliaires. Vous n'allez pas commencer à faire des partages en sous-population si ça n'a rien à voir avec la question qui vous intéresse. En quelque sorte, cette méthode des quotas, c'est presque un sondage stratifié, où là aussi, on découpait en rondelles, on découpait dans des sous-populations, mais avec tout le formalisme probabiliste en moins. Et c'est là qu'on dit, on va faire comme si. Faire un sondage par la méthode des quotas, c'est ne pas utiliser tout le formalisme probabiliste, en essayant d'être le plus proche possible de ce qu'on aurait fait si on avait utilisé ce système aléatoire. Est-ce que ça veut dire que ça change les choses? Non. On se rapproche, d'accord, mais ça vous empêchera toujours de calculer de manière précise votre marge d'erreur. Sauf si vous êtes suffisamment intelligent que pour aider, que vous êtes très proche du hasard, mais ça, c'est purement des conjonctures, et puis les conjonctures, on ne peut pas toujours être certain. On est dans cette situation. Un exemple typique de méthode par choix raisonné qui a posé problème d'ailleurs dans les sondages politiques, c'est celui qui avait permis, rappelez-vous, dans les élections françaises, dans les élections présidentielles, à opposer Chirac à deux personnages qui étaient derrière lui, qui s'appelaient Jospin et qui s'appelaient Le Pen. Et dans les sondages qui ont précédé cette élection du premier tour présidentiel, on avait manifestement une hiérarchie qui était Chirac d'un côté, et puis il y avait Jospin, et un petit peu derrière, il y avait Le Pen. Vous connaissez le résultat, premier tour, c'est Le Pen qui est passé devant Jospin. Ça a traumatisé les Français pendant 20 ans. Et dans cette situation-là, il y avait un certain nombre de gens qui avaient un petit peu dit attention, c'est pas évident que Jospin va arriver en deuxième. C'est pas parce qu'il est deuxième dans les sondages, dans cette estimation qui se présente, qu'il sera nécessairement deuxième au moment du vote. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que les sondages étaient faits par choix raisonné, par une méthode qui est grosso modo une méthode des quotas. Et cette méthode par choix raisonné était accompagnée de marges d'erreur, parce qu'on donnait les marges d'erreur. On vous disait que c'était plus ou moins 2 points de pourcent, ou 3 points de pourcent. Sans dire qu'en fait, cette estimation des marges d'erreur n'était pas une véritable estimation. On faisait comme si c'était un sondage aléatoire, mais ça n'en était pas. Et en oubliant aussi, chose importante, qu'une estimation ne se passe jamais de cette fourchette qui doit accompagner l'estimation de façon continuelle. Et quand on prenait les fourchettes autour de l'estimation de Jospin et les fourchettes autour de l'estimation de Le Pen, qu'est-ce qu'on constatait? C'est que les deux fourchettes se chevauchaient. Autrement dit, il y avait une probabilité non nulle que la vraie valeur qui allait venir pour Le Pen soit en fait supérieure à la vraie valeur qui allait venir pour Jospin. Et c'est ce qui s'est réalisé. En réalité, la vraie valeur, elle était plutôt dans le bas de la fourchette, et pour l'autre, dans le haut de la fourchette. Et ce retournement était un retournement qui était relativement prévisible, d'autant plus prévisible que cette science, entre guillemets,
des sondages d'opinion politique est un sondage qui n'est pas du tout l'étude d'une population, mais qui est l'étude d'une population à un moment déterminé. Parce que ce que vous aviez comme mesure de sondage, mesure d'audience politique à un moment déterminé, n'était plus nécessairement exactement le même que celui qui allait se présenter 4 jours ou 5 jours plus tard, le jour de l'élection. Il y avait non seulement la fourchette qui existait, mais il y avait le fait que, bien, il y avait beaucoup d'indécis, donc il y avait beaucoup d'instabilité, beaucoup d'hésitation dans la tête des gens, sur le choix qu'ils allaient réellement faire, dans beaucoup trop de têtes à ce moment-là. Et le marasme est devenu simplement d'une non-prise en considération de ces facteurs, des facteurs qui malheureusement, ou qui heureusement, n'avaient aucune importance dans les précédents. Alors vous aviez 27% de gens pour, et puis que le suivant est à 17%, les deux fourchettes étaient tout à fait isolées, n'avaient aucun point commun. Et quand on joue sur des choses qui sont très proches les unes des autres, tout peut arriver, il ne faut surtout pas croire que c'est nécessairement cette estimation qui va se traduire le jour de l'élection. Les sondages d'opinion sont des sondages qui vont généralement donner lieu à des mesures de proportion, des analyses quantitatives sous forme de proportion, mais pour lesquelles les estimations sont nécessairement accompagnées de nuances, d'attention, et surtout du fait qu'il y a une imprécision, qui est souvent d'ailleurs différente de celle qui est donnée, mais elle existe, quelle que soit la méthode que l'on utilise. Alors quand vous entendez des commentateurs politiques qui sont en train de vous dire « Ah, mais c'est formidable, le président a augmenté son score, il est passé de 18,2 à 18,4%. » Et que vous avez une marge d'erreur de 3 points en dessous et de 3 points au-dessus, vous comprenez que ça devient complètement risible. Mais il paye le sondage. Vous n'allez pas commencer à couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc forcément, vous allez faire des commentaires pendant 1 heure ou 2 sur un résultat qui n'a aucun sens et qui n'a aucune interprétation valable. Mais ça fait vivre le commerce. Ça permet aux gens de passer le temps, donc ça va continuer à se propager. Il n'y a pas des sondages d'opinion. Il y a aussi tous les problèmes de société. Des problèmes de société, ce sont ces fameuses enquêtes qui sont souvent, je dirais, gérées par des organismes, par des journaux, par des radios, et qui permettent de savoir ce que les jeunes pensent, ce que les moins jeunes pensent, la façon dont on peut se conduire. Ce sont des enquêtes tout à fait intéressantes, mais qui sont exactement construites dans les mêmes conditions, avec des méthodes qui sont généralement des méthodes parfois raisonnées, méthodes des quotas, et qui posent exactement les mêmes problèmes. Mais est-ce que c'est important? Je vous réserve la réponse pour la fin de la présentation. À côté de ça, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Les études de marché. Quand vous voulez lancer des produits, vous faites des études de marché pour essayer de voir comment votre ensemble de consommateurs est susceptible de se comporter par rapport à votre projet. On essaye, on ne lance jamais un produit sur un marché sans avoir fait une étude de marché, un sondage parmi les consommateurs possibles, qui vous permettront d'avoir une idée de l'influence de la forme du produit, de sa présentation, de sa composition, et ainsi de suite. Là, on a aussi, à côté de toutes les études de marché qualitatives, des études quantitatives qui sont basées sur des interviews et sur des sondages. Pas nécessairement uniquement des sondages, mais ils sont possibles aussi. La vérification comptable. Vérification comptable, c'est essentiel de faire des sondages. Vous savez tous que dans tous les pays, au niveau de l'Europe, c'est la même chose. Lorsque vous avez le compte de la nation, il faut obligatoirement vérifier les dépenses et les recettes de tous les organismes de l'État. Ça vaut aussi dans un certain nombre d'autres organismes privés, mais je ne vais pas rentrer à ce niveau. Il faut donc faire une vérification de tout ce qui s'est réalisé pour pouvoir donner un avis, c'est la Cour des comptes qui le fait, donner un avis sur ce qui s'est passé l'année précédente. Le problème, c'est que faire cette vérification ne se fait pas automatiquement. Une vérification doit être faite
par des individus pour regarder le bien fondé des opérations qui se trouvent dans les livres. Et pour pouvoir réaliser cela, eh bien, il y a un problème très simple. Il se fait qu'il y a une vingtaine d'années, je faisais partie des experts de la Communauté européenne pour savoir comment faire la comptabilité, la vérification au niveau de l'Europe. Et nous avions fait, un ensemble d'experts à la communauté, et on avait calculé, on va dire approximative, mais ça nous donnait déjà quand même une information très utile, que pour vérifier une année d'activité commerciale comptable, il fallait à peu près 7 années de travail pour l'ensemble des administrations européennes. Alors vous imaginez de ce qu'on pouvait aller. La seule façon de faire de la vérification comptable, c'est par sondage. C'est de travailler sur un ensemble réduit d'informations, celui qui est accessible en fonction du nombre d'individus que vous avez engagés, et de le faire de la manière la meilleure possible, celle qui vous permettra d'avoir les erreurs, le risque d'erreur le plus faible possible. Vérification comptable exhaustive, ça n'existe pas, sauf si vous êtes petit commerçant dans votre quartier. La santé publique, les sondages sur l'archive, vous avez tout un ensemble de domaines. Certains scientifiques, d'autres beaucoup moins, où vous ne pouvez pas nécessairement avoir la possibilité de faire une analyse exhaustive. Dès que vous avez une intervention humaine, c'est-à-dire du temps mis pour faire le travail, vous êtes nécessairement limité. Heureusement, il y a beaucoup de vérifications qui peuvent se faire, ou de constatations qui peuvent se faire de manière purement automatique. Est-ce qu'une opération a été réalisée ou pas? Vous n'allez pas faire de sondage. Vous allez construire des bases de données et faire une vérification sur l'ensemble de tous les individus. Il ne faut pas faire des sondages pour tout, mais dans tous les domaines que je viens d'évoquer, il y a, je dirais, un nombre tout aussi important qu'avant d'opérations qui peuvent se réaliser au moyen de ces sondages. Petit point de détail aussi. On range souvent, dans ce qu'on appelle les sondages par choix raisonné, des méthodes qui ne sont pas nécessairement des sondages. Alors, pour ne pas les oublier, je vous en donnerai quelques-uns. Vous avez, première chose à faire, quand vous voulez faire une enquête par choix raisonné, vous allez le faire souvent, pour les enquêtes d'opinion, à travers des enquêteurs. Soit en parlant, en allant voir les individus, soit en leur téléphonant, soit en travaillant au niveau d'Internet, vous allez avoir un contact avec les individus. Il est évident que vous devez absolument éduquer ces enquêteurs de manière à ce que leur travail ne pèse pas ou n'influence pas les résultats qu'ils vont obtenir. Le cas typique, c'est celui qui, c'était une des premières enquêtes qui a été faite aux États-Unis, c'était une enquête sur l'avortement, et les enquêteurs avaient pour mission d'aller trouver les gens avec une question qui était très nette, et je vous assure que c'était en premier lieu, c'était une enquête sur l'avortement, et la question était: que pensez-vous de ce crime qu'on appelle avortement? Là, vous êtes dans une situation où, forcément, c'est même pas l'enquêteur qui va avoir l'influencer, l'enquêteur ça peut être persuasif, mais c'est la façon de poser la question qui va nécessairement influencer la réponse. Donc, il faut absolument une éducation, alors très stricte au départ, au niveau des enquêteurs, au niveau des personnes qui vont se trouver à la base même du recueil d'informations. L'enquêteur risque d'avoir des libertés individuelles qui peuvent influencer l'ensemble des résultats. Vous avez souvent des enquêtes qui se situent dans des villes, où on vous dit que vous allez interroger des gens dans les maisons, vous prenez rendez-vous, vous essayez d'interroger des individus, des ménages, peu importe. Et voilà, il me faut autant de femmes, autant d'hommes, autant ceci, autant de cela. Ils ont d'ailleurs des listes dans lesquelles ils vont cocher: j'ai eu un homme, quand vous êtes à votre quota, vous arrêtez d'interroger les femmes. Si vous allez dans les appartements et tout ça, quand vous êtes devant une maison de 6 étages, sans ascenseur, quel est le nombre d'enquêteurs qui vont se taper les 6 étages en disant que vous allez au 6e?
tendance plutôt à interroger sur le rez-de-chaussée, sur les sportifs, vous allez au premier ou au deuxième. Mais vous n'allez pas nécessairement avoir envie d'aller tout en haut. Ce sera quand même la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et donc, il faut limiter la liberté. Une bonne enquête par la méthode des quotas, une méthode qui doit limiter la liberté des enquêteurs. On doit leur imposer un certain nombre de consignes. Il faudra passer par telle rue. Oui, mais l'autre est mal famé. C'est aucune importance, il faut passer par là. Il faudra avoir autant de personnes du dernier étage que du premier étage. Il faut nécessairement avoir un suivi. Un suivi des enquêteurs, une préparation des enquêteurs d'abord, et puis un suivi ensuite. Et croyez-moi, le suivi est un suivi qui est véritablement important. Parce que quand vous confiez à quelqu'un le soin de recueillir l'information, eh bien, vous n'êtes jamais certain de la façon dont il va le mettre en œuvre. Et très souvent, je dirais même tout le temps, il y a une vérification de ce qui s'est passé. Le nombre de fois où vous avez des personnes qui ont interrogé des gens, qui devaient faire par exemple 50 personnes, en général, ces gens sont payés à l'unité. Donc, vous interrogez 50 personnes, vous aurez 50 fois 5 euros. Eh bien, ce travail, eh bien, certains l'ont facilement détourné. Il suffit d'aller en voir un, et puis le soir, vous remplacez tous ceux que vous n'avez pas vus en mettant des croix là où il faut arriver. Curieusement, il y a des techniques statistiques qui permettent de se rendre compte de ça. Et beaucoup de gens ont été coincés, notamment parce que quand vous remplissez au hasard des cases dans une filière, vous ne remplissez jamais au hasard. Vous avez vous-même votre propre... Imiter le hasard est une des choses les plus difficiles à faire. Et vous allez mettre une certaine périodicité, un certain ordre dans toutes vos remarques, dans tous vos accrochages qui peuvent être décelés. Pas toujours être décelés, mais qui peuvent être décelés par un certain nombre de techniques. Le volontariat. Le nombre de situations où on fait des sondages en disant si vous pensez quelque chose de ça, téléphonez-moi ou téléphonez à la radio et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous prenez des volontaires, n'appelez surtout pas ça un sondage aléatoire, ni même un sondage par choix raisonné. Ce n'est pas un sondage. C'est une enquête auprès d'un certain nombre d'auditeurs, mais ce n'est pas, il n'a aucune qualité en termes de choix des individus. D'ailleurs, on l'a bien vu, il y a eu des débats politiques où à la fin du débat, les gens téléphonaient pour dire comment s'est comporté le candidat, et vous allez voir que les gens étaient toujours bien notés, ça ne posait jamais de problème, ils avaient toujours réussi le résultat. Il suffit simplement que les copains téléphonent sans arrêt et soient bien motivés pour dire que ça c'est quand même un personnage fantastique. Donc quand vous avez des volontariats, c'est peut-être intéressant, mais le volontariat ne s'applique qu'à ceux qui ont téléphoné et pas du tout à la population. L'échantillonnage sur place. Vous êtes à la sortie du magasin. Madame, qu'est-ce que vous pensez du produit tel? Est-ce que vous aimez la lessive qui est plus blanc que blanc ou plus blanc que noir? Eh bien, dans ces conditions-là, vous êtes dans une situation où vous n'allez pas non plus avoir des choix raisonnés. En général, ces gens interrogent ceux qui vous regardent. Si vous le regardez, il va dire tiens, il est intéressé, donc je vais interroger. Quelqu'un qui passe comme ça sans vous faire rire, on n'interrogera jamais. Ce n'est pas du sondage, c'est de l'enquête. Un certain nombre d'enquêtes qui peuvent être intéressantes en soi, mais qui ne sont jamais des sondages. Donc méfiez-vous du fait qu'on utilise le terme sondage pour un ensemble de situations qui ne le sont absolument pas. Il y a donc un certain nombre de précautions à prendre. Et dans le domaine des sondages politiques que j'ai évoqués tout à l'heure, on a créé, dans les années 50, 1950, du siècle dernier, un certain nombre d'organismes qui ont pour objectif d'assurer un minimum de qualité et de visibilité à l'ensemble des enquêtes qui sont faites, notamment par la méthode des choix raisonnés. Si je prends le cas de la Belgique, il y a une association qui s'appelle FEBEMAR et qui demande que chaque enquête donne lieu à un rapport technique dans les mesures d'intention. Ce sont des rapports qui sont obligatoires de manière à pouvoir se rendre compte de la manière dont l'enquête a été réalisée.
doit être rempli par l'institut d'études concerné et doit le retourner au secrétariat de cette association pour publication sur le site que l'on peut consulter. Vous pouvez aller consulter ces personnes. Et vous avez toute une série de questions. Qui a réalisé le sondage? Ça, c'est normal. Quels sont les mandataires du sondage? Qui vous a demandé de faire ce sondage? Il est important aussi de savoir, pour toutes ces raisons, de quel type de sondage s'agit-il? Je vous ai donné un certain nombre de méthodes d'échantillonnage. Il faut dire clairement celles que vous avez utilisées. Même si vous allez cacher cela dans la suite lors des publications, si les journalistes vont le cacher ou ne pas le mentionner, vous devez le préciser là. Au sein de quelle population et de quel échantillon le sondage a-t-il été réalisé? C'est la définition de cette population dont j'ai parlé tout à l'heure et de la manière dont cet échantillon a été construit. Cette population, comment est-ce qu'elle a été définie? Faire une population auprès des Bruxellois, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on appelle un Bruxellois? Il faut pouvoir le définir de manière très nette, sinon vous ne pourrez pas en tirer des conclusions intéressantes. De quelle manière l'échantillon a-t-il été construit? On en a parlé tout à l'heure. La taille de l'échantillon. C'est évident qu'un échantillon de 20 personnes, vous ne pouvez pas en faire un usage très intensif. Et donc la taille, nous l'avons vu, est très, très importante au niveau de la détermination, sinon de la marque d'erreur, en tout cas de son appréciation. De quelle manière les réponses ont-elles été collectées? Ça, c'est probablement la situation la plus simple, ils ont toujours une méthode bien établie dans chacun des éléments. Le questionnaire, quand vous utilisez un questionnaire, tous les questionnaires doivent être donnés. Et on verra tout à l'heure pourquoi, parce que le questionnaire peut être une source d'erreur tout à fait importante dans l'appréciation de l'éditeur de sondage. Point 7. De quelle manière les résultats relatifs à l'intention de vote, au comportement électoral, au choix du parti et à la popularité des hommes politiques ont-ils été analysés? Là, on demande la technique du traitement de l'information, la manière dont cette étude a été réalisée. Sur quelle base les pourcentages ont été calculés pour ces questions? Quels ajustements ont-ils apporté aux résultats des questions? La base de pourcentage, évidemment, quand vous calculez un pourcentage, vous le savez tous, il y a un numérateur et un dénominateur. Ben, le pourcentage n'a de valeur que si vous connaissez bien et si vous n'avez pas trop triché sur le dénominateur. Ça, c'est un élément important. Un pourcentage n'a de sens que si vous savez par rapport à quelle totalité cela a été envisagé, a été construit. Et les ajustements, ben, ce sont toutes ces modifications que vous avez pu faire. On les a appelées de traitement, décalage, il y en a d'autres qui existent aussi. Il est important, essentiel, de pouvoir les signaler pour en faire un usage tout à fait cohérent. Le moment où le sondage a été réalisé, ça c'est important aussi, surtout dans les sondages d'opinion politique. Quand vous avez des intentions de vote, vous vous rendez bien compte que selon que des événements se sont passés ou ne se sont pas passés, eh bien vous allez avoir des modifications. Un attentat à un moment déterminé dans une ville, ça change complètement certaines intentions de vote que vous pouvez avoir dans votre sondage. Et cette fiche technique, elle sera nécessairement destinée à être mentionnée sur le site de, si possible, de l'organisme qui fait le sondage, et en tout cas dans cet organisme FEMEMAR, qui vous permet à ce moment-là de pouvoir aller vérifier, tout le monde peut le faire, personne ne le fait, mais tout le monde peut le faire pour aller vérifier la manière dont tout ça s'est déroulé. On s'est donc aperçu qu'il était absolument nécessaire d'éliminer tout un ensemble de procédures qui se faisaient au début et qui étaient véritablement des procédures fantaisistes. Et grâce à ça, c'est la seule solution pour permettre de donner une certaine crédibilité à ce qui est fait. Si vous n'avez pas cette précaution de répondre correctement, faut-il que les réponses soient correctes, de répondre correctement à l'ensemble de ces questions, eh bien, vous aurez automatiquement parfois des surprises. Je me souviens, petite anecdote, il y a une bonne dizaine d'années, je faisais justement un cours sur les sondages en France, et j'avais contacté un certain nombre de responsables de sociétés. Il y avait la Sofres, enfin il y avait toute cette société de sondage d'opinion, pour essayer de comprendre la manière dont ils fonctionnaient. Étant entendu que
d'une part les connaissant personnellement, ils savaient que je n'avais pas utilisé leur réponse dans de mauvaises conditions, et que je pouvais donc avoir certaines indications sur la manière pratique d'opérer. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 10 ou 15 ans, lorsqu'il y avait un sondage d'intention de vote, notamment en présidentielle, les quelques sociétés, il y en avait 4 à ce moment-là, 4 ou 5, les quelques sociétés qui publiaient les résultats, tous les matins, les directeurs se téléphonaient en me disant « Qu'est-ce que tu as eu comme résultat ?» Moi, j'ai eu 17% et toi? Moi, je n'ai que 16%. Et toi? 16 aussi. Ah, peut-être que 17,5, c'est un peu trop. Alors, je vais descendre. Et donc, c'était la technique de la pifométrie qui permettait justement de faire en sorte qu'il y avait cette cohérence et de donner par rapport au public eh bien, un aspect qui est un aspect sympathique, parce qu'on n'était pas loin les uns des autres. Vous imaginez le ramdam que ça pouvait faire si l'un disait 15% et l'autre 25%. Là, on était parti sur une suspicion par rapport à la qualité de ces personnes qui se disaient sondeurs. Ça a changé, je vous le dis tout de suite. Ils ont compris que leur intérêt était de ne pas trop jouer sur ce genre de choses. Et maintenant, dans toutes ces sociétés, vous avez un staff technique qui est composé de statisticiens. Catherine et moi, nous en connaissons quelques-uns qui sont des gens de très grande qualité et qui sont là pour éviter ce genre de situation. On ne se téléphone plus à 8h du matin, mais on écoute plutôt les conseillers qui sont des conseillers en matière de gestion scientifique de ces éléments. Un deuxième aspect qui est important aussi dans la pratique. Et là, je voudrais prendre un exemple, qui est une enquête qui a été faite il y a 4 ans, par le soir. Je ne suis pas en train de faire une condamnation d'un organisme ici. Je prends ça comme un simple exemple de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. A fait une enquête, c'est paru dans le soir, sur l'immense pessimisme des jeunes. Les 18-30 ans ont un regard désabusé sur la société actuelle. Enquête très intéressante qui avait été, je l'ai suivie, j'ai regardé vraiment tout ce qui se passait, avec des questions qui étaient en gros très bien posées et qui ont donné lieu à quelque chose de tout à fait utile en termes d'analyse de cette population de jeunes. Et la méthodologie qui était présentée par le soir qui n'a fait que reproduire ce qu'il avait vu, bien entendu, est présentée sur le petit schéma, sur le petit texte que vous avez là. 1144 francophones. 1144, taille de l'échantillon. On peut s'amuser à faire son petit calcul, si vous voulez, avec nos petits tableaux. L'étude repose sur un échantillon de 1144 jeunes, représentatifs des francophones de 18 à 30 ans. Représentatif, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire simplement qu'on donne l'impression à celui qui lit le résultat que l'échantillon est un très beau modèle réduit, comme le petit train est un très beau modèle réduit de locomotive réelle, de la situation. Bien sûr, on a compris que ici, vous êtes dans une situation très nette, vous êtes dans ce qu'on appelle un sondage par choix raisonné. On a tenu compte de critères, les fameux critères qui permettent de faire des quotas, ils sont là, ils sont indiqués. Il y a l'âge, il y a le genre, il y a le niveau d'études, il y a le type d'habitat et la localisation géographique. Ce sont des critères qui sont tout à fait pertinents, je ne dis pas le contraire. Et il est normal qu'on les prenne. Et il est normal qu'on les indique. Mais qu'on n'appelle pas ça un sondage représentatif, qu'on appelle ça plutôt un sondage par la méthode des quotas. Ce sera beaucoup plus honnête, parce que le vote représentatif a nécessairement une influence sur celui qui lit la réponse. Et puis on ajoute, la marge d'erreur est de 2,1 points de pourcent. J'insiste sur le mot point de pourcent. Ne dites jamais 2,8%, parce que ce n'est pas 2,8% du résultat. Quand on fait un pourcentage, c'est toujours un facteur multiplicatif, plutôt on divise un élément par un autre. Ce n'est pas 2,8% du résultat. C'est plus ou moins 2,8% à gauche ou à droite. Donc il vaut mieux dire des points de pourcent, c'est ce que vous allez ajouter ou retrancher pour construire votre fourchette autour de l'estimation. En disant point de pourcent, vous saurez que vous n'êtes pas en train de faire des calculs avec des divisions.
est simplement des additions et des soustractions. La part d'erreur est 2,8%. Mon œil, comme dirait. C'est la marque que vous auriez si vous aviez appliqué un sondage aléatoire simple, c'est celui qu'on va avoir avec le petit tableau que je vous ai donné tout à l'heure. La loi et la coutume et les pratiques imposent de l'écrire. Donc on l'écrit. Mais en disant que la marge est de 2,8, j'aurais préféré qu'on mette on estime, ou on pense que, ou tout ce que vous voulez, mais de nuancer un petit peu. Et enfin, chose importante, situer le moment où l'enquête a été réalisée et comment. Elle a été effectuée sur Internet. Heureusement, en 2015, tous les jeunes, je ne sais pas si c'est heureux, mais enfin, tous les jeunes étaient déjà sur Internet, donc il était plus ou moins facile de les atteindre en pratique. Et entre le 2 et le 10 septembre, par l'Institut en question, qui est un institut parmi les plus cotés de Belgique, qui fait des sondages dans ces domaines de façon intensive. Je ne suis pas en train de dire que cet institut travaille mal, je suis en train de dire que cet institut, ou plutôt ceux qui vont aller chercher la fiche de l'Institut sur Febenmark, ne transmettent pas l'information sous une forme qui soit objective et qui puisse être effectivement lue par le citoyen que nous sommes. Je crois que là, il y a encore un grand nombre de progrès à faire et qui malheureusement ne sont pas encore en train d'être mis en œuvre. En dehors des firmes commerciales, parce que je me suis basé surtout sur ces firmes-là, il y a d'autres instituts, d'autres centres qui font des sondages. Il y a des organismes publics. La Cour des comptes, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils font des sondages, mais là, sous des formes qui sont, je dirais, presque irréprochables. Il y a les organismes, les instituts de statistique. Je n'ai pas pris l'Institut belge parce que je ne suis pas certain que j'aurais pris le meilleur des choix. Mais si vous prenez des instituts comme l'INSEE, eh bien, vous avez effectivement des organismes publics qui font des sondages qui sont de très grande qualité et qui méritent d'être mis en avant. L'INSEE a été véritablement pionnière depuis les années 40, 50 dans la qualité des méthodes de sondage et dans la façon de les réaliser. Des centres universitaires. Vous avez des centres qui, dans toutes les universités, sont capables de vous aider à faire des sondages. Vous avez des experts, il y en a dans la salle, ou qui peuvent aider effectivement à pouvoir construire une enquête, et ça se fait sans difficulté. Et puis vous avez les sociétés commerciales, qui ne font pas nécessairement ce que le personnage est en train de dire sur le petit dessin, mais qui sont parmi les plus nombreuses, avec tous ces problèmes de sondage d'opinion, de satisfaction et autres. Ça, ce sont les véritables organismes qui font les sondages et qu'on utilise dans la presse à tous les niveaux. J'en arrive aux 5 dernières minutes, je l'ai déjà un peu plus long, mais c'est pas grave. Quelle confiance peut-on avoir dans les résultats d'un sondage? Alors effectivement, c'est toucher à une question délicate. Parce que très souvent, il y a un certain doute sur la qualité. Et l'analyse de la qualité d'un sondage, de la qualité d'une enquête par sondage, est devenue depuis la fin du siècle dernier un leitmotiv principalement dans tous les organismes publics. J'ai parlé de l'INSEE, qui est un exemple en la matière, mais un exemple encore bien plus probant est celui de Statistique Canada. L'organisme canadien de statistique est un des meilleurs, des plus performants qui existent au monde, a construit tout un processus de mesure de qualité, c'est-à-dire un processus qui a pour but de vérifier si on n'a pas commis trop d'erreurs. Parce que vous l'avez vu, cette procédure est quand même assez costaud, on a beaucoup d'aspects différents, et donc les erreurs, on peut en commettre à tous les niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage. Mais celle-là, j'en parle plus parce que c'est celle qu'on définit à partir d'un sondage aléatoire. Quand on a construit notre marge autour de l'estimation, eh bien la marge est une traduction en quelque sorte de ce qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage. C'est l'erreur que l'on commet
du fait qu'on ne prend qu'une partie au lieu de prendre le tout. Rien que le fait de se restreindre en se basant sur une démarche aléatoire va entraîner une imprécision. C'est ce qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage. Mais il y a beaucoup d'autres erreurs aussi. Vous avez des erreurs de couverture. L'erreur de couverture, c'est l'erreur qui se passe, malheureusement un peu trop facilement, quand votre base de sondage, votre fichier qu'on a utilisé, ne correspond pas véritablement avec la population à laquelle on s'intéresse. Si je m'intéresse à ce Conseil européen pour l'Université de la langue bruxelloise, il est évident que là, je suis devant un fichier bien défini. On ne peut appartenir au fichier que si vous êtes inscrit, si vous êtes adhérent. Et comme le secrétariat du CEPUL est parfait, quelqu'un qui ne va plus s'inscrire va automatiquement être enlevé du fichier. Donc, notre président fait attention à ce que la base de sondage corresponde exactement à la population. Ça, c'est l'idéal. Mais combien de fois n'avons pas utilisé une base de sondage qui ne correspond pas à la réalité? Quand nous avions tous des téléphones qui étaient des téléphones à fil, maintenant on les a plus. On avait comme base de sondage le votin. Mais bien sûr, le votin ne contenait que des numéros qui n'étaient pas privés, qui n'étaient pas en liste rouge. Et donc, on ne pouvait pas dire que la base de sondage donnée par le votin, qu'on utilisait pour contacter les gens par téléphone, correspondait avec véritablement la population. Ah, les parties opposées. Voilà, les autres. Ils n'aiment pas les couvertures. L'erreur de couverture est donc l'erreur qui consiste à ce qu'il y ait des gens dans votre base de sondage qui n'ont pas à y être, et des gens qui devraient y être qui ne s'y trouvent pas. Ça arrive trop souvent. Si vous êtes prudent, si vous faites bien attention, si vous avez les moyens de rectifier, il faut le faire dès le départ. Sinon, vous risquez d'avoir une erreur qui est bien embêtante. L'erreur de mesure, ça c'est l'erreur qui est liée non seulement à un instrument de mesure, mais à la façon dont vous posez une question. Je vous ai parlé d'une question tout à l'heure, ce n'était pas une erreur, c'était volontaire. Ah, décidément. Vous voyez qu'il est fatigué? Il va m'éloigner. Non? Bien, merci. Ça fait pas ça. L'erreur de mesure. C'est l'erreur qu'on met au moment où on va chercher l'information. Si vous posez une question qui n'est pas claire, si vous posez une question qui est dirigée, forcément vous allez avoir des réponses qui ne sont pas correctes. C'est très facile d'influencer les gens avec des questions mal posées. Il y a des principes de base. Une question doit nécessairement contenir une seule idée. Ne posez pas deux questions dans la même question. N'essayez pas de mesurer deux choses différentes dans la même question. Je me suis amusé hier soir, j'ai encore le temps de le dire, encore le temps qu'on parle, je me suis amusé hier soir à répondre à ce questionnaire qui est envoyé dans la population bruxelloise sur le plan de mobilité régionale. Est-ce que vous voulez avoir des quartiers qui sont paisibles, avec des grands trottoirs, avec beaucoup de voitures qui passent et ainsi de suite? Eh bien, si vous regardez la façon dont ces questions sont présentées, vous verrez qu'un grand nombre de questions comportent plusieurs idées. Et donc, quand vous répondez, on ne sait jamais à quoi vous répondez. Est-ce que vous répondez au fait de mobilité, au fait que les trottoirs sont larges ou pas larges, au fait qu'il ne veut pas de voiture dans la rue? On ne sait jamais à quoi on répond. Donc forcément, si on ne sait pas à quoi répondre, vous allez avoir des tas d'erreurs de mesure. Je ne suis pas en train de critiquer cette enquête, mais manifestement, elle n'a pas été construite de façon tout à fait réfléchie par des gens qui auraient dû éviter ce genre de situation. L'erreur de mesure est une des erreurs les plus importantes et parfois les plus difficiles à mettre en avant. Parce que dans un questionnaire, ce ne sont pas des faits que l'on va, mais des opinions, des intentions, des situations qui sont interprétables par l'individu qui va y répondre. Quand on vous demande ce que vous
vous faites du sport chaque semaine, vous n'allez jamais dire non. Hein. Vous allez toujours dire oui, même si vous faites ça le matin. Donc, parce que vous voulez vous valoriser. Vous ne voulez pas montrer quelqu'un qui ne fait pas de sport. Et donc, poser une question comme ça, c'est une question inutile. Vous allez avoir l'impression que tout le monde fait du sport, alors que, véritablement, c'est le questionnaire qui est mal fait. Et puis, vous avez la non-réponse. La non-réponse est un phénomène de notre temps, où quand vous interrogez les gens, bien les gens n'ont pas l'obligation de répondre. Si c'est le fisc qui vous interroge, là peut-être, c'est plus. Mais si ce n'est pas le fisc, vous répondez, si vous en avez envie. Si quelqu'un vient sonner à votre porte, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive, parce que maintenant on a Internet. C'est la même chose avec Internet. Monsieur, je viens vous interroger pour Paris. Non-réponse. Grossièreté, mais non-réponse. Internet, c'est la même chose. Vous avez une enquête, vous ne voulez pas, hop, la petite croix, vous pouvez vous éliminer votre questionnaire. Et donc, vous avez des enquêtes où vous avez des taux de réponse qui peuvent être de 2%, 3%. 2%, 3% de la population répond. Généralement, ce sont les plus motivés. Ce sont peut-être ceux qui téléphonaient quand ils étaient au bout du fil pour aider leurs copains. Ou bien les plus acharnés pour détruire le projet. Mais il est évident que quand vous avez des taux de réponse qui sont de l'ordre de 80%, faites-moi, même si le plan de sondage a bien été établi, faites-moi plaisir de ne pas considérer ça comme un sondage ayant des qualités suffisantes. Il y a heureusement des non-réponses qui sont beaucoup plus partielles, beaucoup moins importantes. On peut ne pas répondre parce qu'on n'a pas compris la question. Elle n'est pas formulée. On ne peut ne pas répondre parce que ma religion m'interdit de répondre. On peut ne pas répondre pour des éléments qui sont tout à fait ponctuels et qui vont toucher un certain nombre d'individus, pas tout le monde. Ceux-là, on peut les traiter par des techniques qui sont des techniques intéressantes. Je n'ai pas le temps de vous en parler ici. Mais il existe un ensemble de techniques pour le traitement de la non-réponse qui permet d'éviter ces petits éléments qui sont dus à des situations ponctuelles. Mais quand vous avez 80% de non-répondants, faites-moi le plaisir de ne plus appeler ça un sondage, mais une enquête sur 200 personnes qui ont répondu, et puis c'est tout. C'est aussi valable que les autres. Il suffit simplement de voir si ce que vous voulez en faire correspond avec le profil des 200 personnes qui ont répondu. La qualité d'une enquête par sondage est quelque chose qui est tout à fait essentiel, mais qui n'est pas toujours mis en œuvre dans la pratique proprement dite. En définitive, ce sera pratiquement ma conclusion. Qu'est-ce qu'ils nous disent les sondages et qu'est-ce qu'ils nous disent pas? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme comportement devant les résultats d'un sondage quand on l'entend, quand on voit une publication à ce sujet? La première que vous devez toujours avoir en tête, de manière tout à fait claire, une estimation n'est pas la vraie valeur que vous voulez estimer. Ce n'est qu'une estimation, intéressante, certes, mais si vous voulez avoir la vraie valeur, il faut interroger tout le monde. Il faut avoir une information de tout ça. Deuxième élément, l'estimation est fortement liée à la méthode de sondage que vous avez utilisée. Si vous n'avez pas d'informations sur la méthode de sondage utilisée, soyez très perplexe et en tout cas, essayez de voir comment on a obtenu ces résultats. Si vous n'avez pas cette information, c'est peut-être que les gens n'ont pas pensé à vous le donner, c'est très possible, mais vous ne pouvez pas en tirer de conclusions qui soient sensées. Il y a toujours une marge d'erreur qui vous est donnée. Malheureusement, elle n'est quantifiable que dans les sondages aléatoires. Dans les organismes dont vous savez que la méthode utilisée est de type probabiliste, qui sont des sondages comme le sondage de Statistique Canada, de l'INSEE, de centres de recherche, en général, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais pour tous les autres sondages, aussi professionnels soient-ils, dites-vous bien que la marge d'erreur est une appréciation non pas fantaisiste, mais qui ne reflète pas réellement la vérité, la réalité proprement dite. Alors il y a peut-être eu des redressements, il y a peut-être eu des décalages, il y a peut-être eu des imputations. L'imputation, c'est remplacer une non-réponse par une réponse plausible.
Et la réponse plausible est parfois tout à fait plausible. Elle dépend des autres réponses. Si effectivement vous oubliez de mentionner quelque chose sur l'usage des jouets et que vous voyez que la personne n'a pas d'enfant, ben, il y a beaucoup de chances qu'elle n'a pas répondu parce qu'il n'y a pas de jouets dans la maison. Donc il peut y avoir des réponses qui sont simplement qu'on peut reconstruire grâce à l'environnement dans lequel on se trouve. Mais s'il y a un redressement qu'elle a à l'imputation, il faut le dire pour pouvoir nuancer votre interprétation et éventuellement le mettre en situation de critique. Et puis n'oubliez pas, ça c'est surtout pour les sondages politiques, que cela dépend du moment où a lieu le sondage. Vous se trouvez devant un sondage pour savoir ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Ce qu'ils ne disent pas découle de cela aussi. Il est important de comprendre les principes qui ont conduit à ces résultats, et j'ai essayé de vous les donner ici, et puis d'en apprécier la qualité, ou en tout cas d'essayer de voir, dans tout ce qui entoure les publications, ce qui vous permet de voir si la technique a été correctement appliquée ou n'a pas été correctement appliquée. Cela participe à ce que j'appelle la citoyenneté du personnage, qu'est le citoyen que nous sommes, pour essayer d'avoir un comportement qui ne soit pas simplement celui de ces braves bêtes qui consiste simplement à regarder tout dans le même sens. Des moutons. Et voir si tout s'est bien passé. Je vous remercie pour votre attention.